retour au débat de France 24. C'était le candidat anti-élite, anti-Washington, anti-Wall Street aussi. Il avait passé sa campagne à vouer aux gémonies les banquiers, ses amis d'Hillary Clinton, coupables d'enrichissement sur le dos des honnêtes travailleurs. Entendez ceux de l'industrie, menacés de voir délocaliser leur emploi pour engraisser les actionnaires, les fonds d'investissement et les banques d'affaires. On avait du mal à entendre. C'est un banquier, dans la plus pure tradition, un ex de Goldman Sachs, passé par les fonds d'investissement, Steve Mnuchin, que Donald Trump a choisi pour superviser l'économie au Trésor. Un poste clé, son portrait par Valérie Astruc de France 2. Un loup de Wall Street aux commandes de l'économie américaine. Steven Mnuchin vient de sortir d'un rendez-vous avec le nouveau président. Donald Trump, qui dénonçait pendant la campagne les élites de la finance, fait finalement volte-face en nommant cet ancien banquier. On va baisser l'impôt sur les sociétés pour que nos entreprises soient les plus compétitives au monde. Et on va aussi réaliser la plus grosse baisse d'impôts pour les classes moyennes depuis Reagan. Steven Mnuchin a travaillé 17 ans chez Goldman Sachs, la banque régulièrement épinglée par Donald Trump comme le symbole de la finance sans scrupules. Le nouveau secrétaire au Trésor est un personnage controversé pour avoir fait fortune grâce aux faillites lors de la crise financière de 2008. L'homme d'affaires s'est ensuite reconverti dans le cinéma en finançant plusieurs productions hollywoodiennes comme Avatar ou le dernier Mad Max. Sans expérience politique, Steven Mnuchin va orchestrer les promesses du président. Baisse d'impôts, grands travaux et mesures protectionnistes, même si l'ancien banquier a toujours été favorable au libre-échange. Et où va l'économie américaine sous Donald Trump? On en débat avec aujourd'hui Nathalie Janson. Bonjour, vous êtes économiste, professeur associé à la Neoma Business School. Face à vous, Cédric Durand, économiste à l'Université de Paris 13. Vous êtes membre des économistes atterrés et auteur du Capital fictif aux éditions Les Préordinaires. C'est paru en 2014. Donald Trump avait donc été élu sur sa promesse de barrer Washington au lobby, qu'il accusait de noyauter l'équipe de son adversaire Hillary Clinton. Mnuchin, c'est la preuve du contraire que finalement l'administration Trump, comme celle de Bush et Obama avant elle, sera aux mains de Wall Street. En tout cas, il y a un gros signal. Mnuchin est effectivement un ancien de Goldman Sachs, comme l'était auparavant plusieurs secrétaires au Trésor. Exactement. Donc il y a une tradition, une constance dans l'implication de Goldman Sachs et de Wall Street dans la politique américaine qui n'est pas du tout remise en cause par Donald Trump. Mais d'une certaine façon, Donald Trump va même au-delà. Puisqu'il a un programme de baisse d'impôts qui est absolument spectaculaire. Il a dans son programme une proposition qui consisterait à baisser les impôts sur les sociétés, donc les profits des sociétés, de 35% à 15%. Alors, d'après les mots d'un autre membre du gouvernement qui est aussi un milliardaire qui va être chargé du Trésor, M. Ross, ça permettrait d'augmenter de 30% les profits des sociétés américaines. Dans le même temps, il veut aussi baisser les impôts des plus riches. Les impôts des plus riches, aujourd'hui, le taux maximum est à 39%, il sera à 33%. Il y a déjà des calculs qui ont été faits. Si le programme de Trump en matière fiscale est appliqué, eh bien les 1% les plus riches vont voir leur revenu annuel en moyenne augmenter d'1 million de dollars. Tandis $1 million, tandis que le reste de la population, les 50%, auront un avantage qui sera que de 0,8% de leur revenu, quelque chose d'absolument négligeable. Donc, peut-être la première chose, politique égalitaire, vous nous dites. C'est que c'est un gouvernement, une équipe aux mains de la finance, mais aussi des milliardaires et d'une politique fiscale anti-redistributive. Nathalie Janson, on fantasme sur le pouvoir de Goldman Sachs? Oui, en quelque sorte. Il y a un pouvoir, évidemment. C'est une institution importante, mais elle est importante par rapport à son rôle sur les marchés financiers. Mais elle n'a pas de vocation d'orienter. Elle n'oriente pas plus que d'autres banques qui sont également importantes sur le marché. Pourquoi retrouve-t-on à intervalles réguliers d'anciens grands banquiers de Goldman Sachs à la tête du Trésor américain? Parce que ce sont des techniciens hors pair ou est-ce qu'il y a un agenda masqué, une espèce de confrérie Goldman Sachs qui fait tourner la finance? De toute façon, quelle que soit la personne, si elle est issue des milieux financiers, on y verra toujours la main de Wall Street planer et être à côté du gouvernement. C'est une banque. C'est effectivement une seule banque. On ne parle pas de Lehman Brothers, on ne parle pas de Merrill Lynch, c'est Goldman Sachs. Lehman Brothers, on ne peut plus, oui. Bear Stearns non plus. Mais sans doute parce qu'effectivement, elle produit des types qui sont des très bons techniciens, certainement, et qui, effectivement, elles vont contribuer en fait à la crédibilité en fait de la politique menée. Ça, c'est voilà, c'est sans doute, on le retrouve d'ailleurs au niveau d'autres instances.
Non, mais il y a un point clé, effectivement, sur Goldman Sachs, qui est un ancien de chez elle à la tête de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, qui est un ancien de chez elle, Mark Carney, à la tête de la Banque d'Angleterre. Donc, qui a accueilli Barroso. Que va rejoindre un ancien président de la Commission. Mais une des raisons de ce succès de Goldman Sachs, c'est qu'elle s'est développée, elle a développé des compétences fortes dans sa capacité d'influencer l'agenda de la réglementation. La manière dont gérer la finance. Exactement. Oui, mais on pourrait dire la même chose de Lazare, finalement. On a des gens qui conseillent. Alors, on a le cas banquier Mathieu Pigasse, par exemple, qui a conseillé des États, qui a conseillé la Grèce. C'est le toute chose égale par ailleurs. Conseiller la Grèce dans ces négociations, qui sont des négociations difficiles, et conseiller la Banque Centrale Européenne, enfin être représenté plus ou moins directement à la Banque Centrale Européenne par un ancien directeur de la Commission ou par le secrétaire au Trésor aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Ce qui se passe, c'est que la finance internationale est effectivement un tout petit milieu, qui est à monter en haute technicité, vous avez raison de l'imposer là-dessus, mais qui a évidemment un agenda politique et économique. Et ces hommes-là circulent entre les grandes banques privées, en particulier Goldman Sachs, et les plus grandes institutions. Le pouvoir de la finance, c'est une valeur financière accumulée considérable dans le monde, qui sont des droits sur la richesse produite, mais c'est aussi un pouvoir politique à faire avancer un agenda, et c'est ce que montre une nouvelle fois la nomination du secrétaire au Trésor américain. Alors il y a les hommes et puis il y a aussi les projets, vous en avez parlé à l'instant. Nathalie Janson, lorsque, après avoir fait toute sa campagne finalement en dénonçant aussi bien ses concurrents que Washington et Wall Street noyautés par les intérêts particuliers, Donald Trump donne une interview, sa première, au Wall Street Journal au lendemain de son élection, pour dire qu'il veut revenir sur les rares lois de régulation de la finance votées sous Barack Obama. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? C'était les mêmes personnes qui accusaient Bill Clinton d'avoir fait sauter le Glass-Steagall Act, qui justement établissait une muraille, une barrière entre banques d'investissement et banques commerciales. Là, effectivement, on est dans le pire de ce que peut représenter une campagne électorale, c'est-à-dire où on a des promesses qui sont là, en fait, il n'y a que ceux qui les pour ceux qui veulent bien y croire. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois... Donald Trump est un homme d'affaires, et effectivement, par rapport à tous ces projets contre la finance, en fait, il y avait peu de chances, en fait, qu'il aille jusqu'au bout. Ça fait partie du programme populiste qui va avec son image. Mais est-ce que ça va être pire même que ce qu'on a connu sous Barack Obama ces dernières années? Est-ce qu'on va assister là à une dérégulation totale de la finance? Parce que c'est un peu l'impression qu'il laisse entendre. Or, comme on sait que c'est ce qui est sans doute aussi à l'origine de la crise des subprimes, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir d'autres bulles qui vont éclater devant nous? Non, la dérégulation financière, elle n'a pas beaucoup bougé depuis. Et pour l'histoire des subprimes, c'est le sujet est complexe, mais on ne peut pas dire que ce soit la dérégulation qui l'ait produite. Par contre, c'est une mauvaise combinaison de dérégulation avec effectivement un État qui fait toujours partie, en fait, il y a un mauvais mélange, en fait, des genres. Donc là... il y a quand même un effet de levier. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur ce point. La crise financière de 2008, évidemment, a des racines très profondes. On ne va pas refaire la crise de 2008. Mais ma question, c'est est-ce qu'en gros, si on va vers plus de dérégulation, on va au-devant de nouvelles crises financières? On va au-devant d'une nouvelle crise financière, bien sûr. C'est ce qui pend au nez de l'économie mondiale, parce que la crise financière n'a toujours pas été digérée, la précédente. La finance, aujourd'hui, est stabilisée uniquement par des politiques monétaires extraordinaires. Vous savez que le taux directeur de la Banque Centrale Européenne est négatif, bas, en gros, extrêmement faible. Il y a énormément de liquidités. Et alors, du coup, c'est là aussi ce qui est intéressant avec Donald Trump. C'est que malgré tout, ça marque un tournant. C'est pas exactement la poursuite de ce qui existait précédemment. En particulier, c'est un tournant vers davantage de déficit public, une relance budgétaire. Et ça rompt avec l'austérité qui a été la norme de manière très marquée en Europe, mais même dans une certaine mesure aux États-Unis. C'est ce qu'avait fait Reagan aussi, finalement. Exactement. Donc c'est une politique de la relance pour les plus riches, un keynésianisme pour les plus riches. Mais ce keynésianisme pour les plus riches, il ne va pas pour autant, à court terme, il va sans doute stimuler un peu l'économie américaine, mais il ne va pas stabiliser l'économie mondiale qui est, par bien des aspects, dans une situation extrêmement fragile. En gros, vous voulez dire que les plus riches auront de plus en plus d'argent, qui vont essayer d'investir dans des actifs qui ne seront pas forcément productifs et que ça risque de créer les conditions des nouvelles crises financières à venir. Mais écoutez, c'est absolument merveilleux comme synthèse, c'est exactement ça, effectivement. Alors, il faudrait peut-être rajouter un point quand même sur le détail de son... parce qu'il a un programme de construction d'infrastructures et qui est un des aspects qui lui a attiré beaucoup de soutien dans la population. Parce qu'effectivement, les États-Unis doivent être construits. Les infrastructures sont, dans un très grand nombre de cas, dans très mauvais état. 80 000 ponts sont
à la limite de tomber en ruine. Donc, Donald Trump a annoncé qu'il y aurait un programme d'1 millier de milliards de dollars de construction d'infrastructures. Mais là aussi, il y a un tourloupe. Puisque c'est sur ces 1 millier de milliards, il n'y en a que 140 milliards qui vont être apportés par l'État. Et le reste, ce sont des incitations. Et encore, c'est sous forme d'incitation au secteur privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les infrastructures qui pourront être construites, ce sera uniquement celles sur lesquelles il est possible de faire un profit. Pas de routes reconstruites, pas de ponts reconstruits, pas d'investissement dans l'éducation. Donc, sur tous les éléments où il y a besoin d'investissement, le programme de Trump n'est pas à la hauteur des besoins, loin de là. Il faudra sans doute être vigilant sur les appels d'offres. Nathalie Janson, votre réponse? Pour ce qui est de toute façon de son programme, à savoir si c'est un programme keynésien pour les riches, on en revient toujours. C'est toujours ces programmes où en fait on a une baisse de la fiscalité, c'est toujours pareil. On ne sait pas s'il faut le lire du côté de l'offre ou de la demande. C'est l'idée du ruissellement, quoi. C'est-à-dire en gros, on permet aux plus entreprenants aussi de s'enrichir et donc ils vont créer des emplois. Oui, c'est donc effectivement, on peut appeler ça un programme keynésien pour les riches ou une politique de l'offre. C'est effectivement de toute façon sans surprise à nouveau de Trump, c'est un homme d'affaires, donc on ne voit pas comment un homme d'affaires tout d'un coup viendrait se réveiller et ferait un programme qui serait contraire en fait au secteur, à l'activité économique. Alors un homme d'affaires, et ça c'est toute la particularité, qui veut mettre un frein au commerce, et oui ça existe aux États-Unis. Donald Trump est en visite aujourd'hui à Indianapolis chez un fabricant de climatiseurs Carrier. C'est un symbole de sa campagne puisque cet entrepreneur avait envisagé de délocaliser 1000 postes, 1000 emplois au Mexique avant de faire marche arrière, et il assure sur Twitter avoir conclu un accord avec le président élu. Eh bien, Donald Trump, pour le récompenser, on a fait la première étape de son Thank You Tour, son grand tour pour dire merci à ses électeurs, qui doit le mener donc le 20 janvier à la Maison-Blanche. Un symbole anti-délocalisation aussi, c'est son nouveau ministre du Commerce nommé hier, Wilbur Ross, un repreneur d'entreprise en difficulté. C'est le bon profil, Cédric Durand. Et pour la bonne politique. Oui, alors donc c'est un milliardaire lui également, et qui a averti d'ores et déjà qu'il n'y aurait pas de guerre commerciale. Donc l'agenda anti-libre-échange, il va être à mon avis très limité et très largement symbolique. Oui, mais il a émis des réserves sur l'ALENA, sur l'accord de libre-échange nord-américain, en disant qu'en gros on taxait les exportations américaines, notamment au Mexique, avec une espèce de TVA. C'est une rhétorique pour l'instant. On verra dans les faits. Je suis assez sceptique. Mais sur l'exemple que vous avez donné, celui de Carrier, il est important de savoir dans quelles circonstances ça s'est fait. Carrier est membre d'une société qui s'appelle United Technology. Et 10% de son chiffre d'affaires vient de vente à l'État via le secteur de la défense. Et très vraisemblablement, derrière cet accord, il y a en jeu les contrats de la défense. Donc ça, c'est aussi la politique de Donald Trump. C'est user la politique public pour avoir des éléments d'affichage. On va être dans le conflit d'intérêts permanent. Voilà, quoi. Exactement. On va en parler mais aussi. Il y a juste un point important sur les histoires de commerce. Oui. En fait, le commerce mondial, il n'a pas attendu Donald Trump pour reculer. On est dans une phase de recul de la mondialisation. On est en dessous. Le commerce mondial est moins important aujourd'hui qu'il était à la veille de la crise de 2008. Et d'un certain il avait chuté de 10% à l'époque. Oui, il a rebondi en 2012, mais depuis, il décline. Depuis, il décline. Donc, il y a d'une certaine façon, on arrive à la fin de la mondialisation. On ne peut pas tout mondialiser. Et ce qui a été une des forces majeures de l'économie dans les dernières décennies, aujourd'hui arrive à épuisement. Et Donald Trump aura beau jeu autour de ça, de développer un récit, mais je ne crois pas qu'il va mettre en œuvre une politique totalement habillée de considérations idéologiques, ce qui est simplement un fait imposé par l'évolution de l'économie mondiale. Voilà. Nathalie Janson, votre avis, est-ce qu'il y a une volonté délibérée d'abord de Trump et de son administration de sortir d'un certain nombre de traités de libre-échange, ou en tout cas de le faire à l'avantage des États-Unis d'une part? Est-ce que c'est dans l'intérêt justement des États-Unis, d'une grande nation qui s'est enrichie, il faut le dire, par le commerce? Non, bien évidemment, c'est pas dans l'intérêt des États-Unis de sortir des accords de libre-échange. Un pays s'est jamais grandi et sorti dans une position plus favorable parce qu'il est sorti d'accords de libre-échange. Même quand les emplois industriels sont à la clé, comme même si, parce que de toute façon, vous retardez des évolutions, d'autant plus que on sait très bien qu'on est inséré dans un système donc de mondialisation où notamment les entreprises qui ont elles du succès des entreprises américaines, en fait, leur business model repose sur justement la mondialisation des différentes activités qui font la leur. Donc non, ce serait pour les États-Unis se tirer une balle dans le pied. Et effectivement, c'est la partie la plus contestable de son programme, à savoir où on avait quand même l'impression que c'était juste une promesse faite aux électeurs pour la promesse. Mais est-ce qu'il ne montre pas quand même au moins une chose, Donald Trump, finalement, avec cette campagne et ce discours, c'est qu'il faut faire une distinction entre l'économie américaine qui se porte bien, les profits dégagés par les sociétés américaines et les emplois réellement créés sur le sol américain. Puisqu'on se rend compte, vous l'avez dit, ces entreprises américaines, elles prospèrent par le commerce, mais pas forcément en créant
des emplois aux États-Unis. Bon, d'un autre côté, le marché de l'emploi américain n'est pas si en mauvais état que ça. Bon, même si, bien évidemment, là-bas... 9% de chômage officiellement. Oui, mais bien évidemment, on est toujours... oui, bien sûr que la grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est le fait que vous avez une précarité du travail qui est beaucoup plus grande. Donc voilà, c'est un arbitrage... C'est pas parce qu'on a un travail qu'on est forcément bien payé. Exactement. Mais ça, je veux dire, c'est un modèle choisi depuis longtemps par les États-Unis, qui n'est pas un modèle qu'on a envie de choisir en France. Cédric Durand. Oui, non, il y a deux choses. D'abord, sur la santé de l'économie américaine. Non, elle ne va pas si bien. En particulier sur le front de l'emploi. Effectivement, il y a un taux de chômage qui est très faible, mais le nombre de personnes dans l'emploi est lui aussi très faible. Il a chuté très fortement et il n'a pas totalement récupéré depuis la crise. Vous parlez du nombre d'actifs. Non, oui, du nombre de personnes en âge de travailler qui participent au marché du travail. On était à 73% à la veille de la crise, aujourd'hui on est à 68%. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont tout simplement découragés. Et qui C'est beaucoup plus qu'en France. Pour qu'on essaie de comparer, justement, parce qu'on critique toujours les États-Unis en disant oui, mais il y a un chômage caché qu'on ne voit pas. Réellement, sur quelle base on se situe par rapport à eux, pour qu'on comprenne bien. Ils sont, vous dites il y a 69% de personnes qui participent au marché du travail. En France, c'est quoi? En France, alors j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais c'est à peu près au même niveau. Oui. Mais ce qui est surtout impressionnant, ça doit être 64% en France. Ce qui est surtout impressionnant, c'est la chute qu'il y a eu aux États-Unis, qui n'a pas été récupérée, qui donc atteste de la relative faiblesse de l'économie américaine. De même, le taux de croissance. Le taux de croissance cette année va être sans doute autour de 2,3, 2,4. Après, l'absence de récupération forte depuis la crise, c'est pas du tout convenable et signe d'une bonne santé. Enfin, on en est loin. Mais, on est à 1%, 1,1%. Oui, on est effectivement. Mais c'est pas pour autant que si on va très mal, si on est dans cette très grande stagnation en Europe, c'est pas pour autant que l'économie américaine va très bien. Oui. En fait, d'une manière générale, l'économie mondiale est à la limite de la stagnation depuis la crise. On n'a pas eu une grande récupération. Mais alors justement, est-ce que c'est pas lié à ce que vous expliquez, c'est-à-dire au fait que le commerce mondial ne se développe plus? Et donc, est-ce que c'est une bonne politique pour les États-Unis? Vous êtes plutôt favorable, ou en tout cas hostile au libre-échange? Moi, je pense pas que ça soit la variable clé. Je pense que des échanges internationaux régulés peuvent être souhaitables dans un grand nombre de cas. Nous aussi pour les pays du Sud. Le Mexique, par exemple, a beaucoup souffert de la manière dont il s'est inséré dans les rapports avec les États-Unis. Les salaires au Mexique sont au niveau qu'ils étaient dans les années 80, comme ceux des travailleurs américains. Donc il y a une concurrence entre les deux qui n'est pas quelque chose de profitable. Néanmoins, ce qui est important, ce qui explique la stagnation et ce qu'il conviendrait de mettre en œuvre, c'est une politique d'investissement public dans les secteurs décisifs, en particulier dans la transition énergétique. Là, il y a des ressources d'emploi absolument considérables qui contribuent à réduire les inégalités et qui permettraient de redonner un nouveau souffle à nos sociétés. Le problème, c'est que le programme de Trump et l'élection de Trump est un symptôme du fait que ça craque, comme le Brexit ou la crise politique rampante en Europe. Et la politique qu'il a adoptée va évidemment décevoir profondément tous ceux qui ont été trompés par son programme et annonce d'autres turbulences politiques majeures. Trump, finalement, il est le symbole de ce monde qui refuse d'investir, de ces États qui refusent d'investir dans leur économie et qui laissent une part trop belle au privé et au profit. Non, Trump, pour moi, c'est davantage effectivement un monde compliqué qui est très mal expliqué et devant des populations qui ont raison d'être dans un sentiment d'insécurité. Qui ont raison, avec une croissance, effectivement. Oui, parce qu'on maîtrise beaucoup moins. Oui, l'Amérique va plus mal que depuis l'arrivée de Barack Obama. L'Amérique ne va pas plus mal, mais les destins, en fait, sont plus compliqués à gérer. Les destins des personnes, les positions sont plus instables. Et effectivement, forcément, dans un monde qui est plus instable, l'opinion publique a plus envie d'entendre quelqu'un qui va dire je vais prendre des mesures qui vont faire que vous allez aller mieux, plutôt que quelqu'un qui va vous expliquer que finalement le monde est comme ça et que ça risque pas de changer. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est un problème qui est assez courant, qui est commun à tous les pays développés. Et on voit bien qu'effectivement les populations ont plutôt celles qui sont les plus défavorisées, bien évidemment, sont celles qui ont envie de porter au pouvoir des personnes qui vont leur dire que tout va aller bien et on va les prendre en main, plutôt que d'avoir un discours où en fait on ne va pas pouvoir leur répondre avec certitude sur leur sort. Cédric Durand, il y a une alternative aujourd'hui à l'ouverture du commerce, finalement à ce qu'on voit, ce qu'on a vu jusqu'à présent se développer en Europe, dont d'ailleurs le Royaume-Uni par exemple ne veut plus, dont les États-Unis pour ce qui est de l'Amérique du Nord ne veut plus non plus, si l'on en juge par le vote, même si, il faut le rappeler, Hillary Clinton a quand même gagné le scrutin populaire. Donc Donald Trump n'est pas majoritaire sociologiquement dans l'électorat américain.
Oui, il y a une alternative. L'alternative, elle consiste à redynamiser les économies nationales, mais les redynamiser dans le sens d'une transformation qualitative de ces économies. On a été sans doute au bout d'une mondialisation qui était organisée autour du commerce de marchandises individuelles et d'une forme de consumérisme qui ne nourrissait pas l'amélioration du niveau de vie de la population et son enrichissement en emploi. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont donc de cette transition énergétique que j'évoquais précédemment, mais aussi de toute une série d'emplois dans les services. Ces emplois dans les services, ils ne sont pas délocalisés. Ils sont ici. Les soins aux personnes âgées, le développement de la santé, le développement de l'éducation, la qualité des villes, la transformation de cette qualité des villes. C'est là les ressources de l'économie de demain. C'est ça qui doit se développer. Et ce type d'économie n'est pas centré principalement sur le commerce international. Nathalie Janson, vous êtes favorable, on le sait, au commerce international, on l'a bien compris. Un dernier mot sur Donald Trump, ce président qui était à la tête, qui est toujours à la tête d'un empire immobilier, qui annonce aujourd'hui son retrait pour se consacrer uniquement à la présidence des États-Unis. Non, il n'y aura pas de conflit d'intérêts, nous dit-il. Non pas parce que la loi lui oblige d'ailleurs à quitter, ce n'est pas le cas, visiblement. Il l'aurait affirme totalement maintenir, continuer à gérer son empire, ce qui semble un peu incroyable ici vu d'Europe, puisque même Silvio Berlusconi en Italie n'a pas eu cette possibilité à la tête de Mediaset. Et il envisage de passer la main à 3 de ses enfants, Ivanka, Eric et Donald Jr. Quand on sait comment sont gérés ces groupes et la manière aussi dont Donald Trump associe ses enfants à sa campagne et donc peut-être demain à sa présidence, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts ? Bien sûr que ça n'existe pas un monde où il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque les intérêts sont aussi proches. Et puis de façon générale, de toute façon, on sait très bien qu'avec l'influence politique et vous avez une pratique de lobby qui aujourd'hui est justement, compte tenu de ce qu'on sait du système américain, quelle que soit la personnalité, Donald Trump ou un autre, du président élu, c'est un danger d'élire un chef d'entreprise à la tête d'un pays comme les États-Unis. Je ne suis pas certaine que... Là, ce sont des intérêts différents, mais on a toujours des lobbies, de toute façon, qu'on soit un chef d'entreprise ou qu'on soit un politicien, pas forcément avec un passé de chef d'entreprise, mais qui, de toute façon, a des relations avec l'industrie. On a toujours des individus. Voilà. Sans doute que pour Donald Trump, c'est plus facile à les trouver, à les identifier. Même en France, où le financement des campagnes est quand même réglementé, où c'est l'État qui contribue, on n'a pas le droit d'accepter des dons des entreprises, par exemple. Bien sûr, mais c'est fait autrement, au détour de vote de loi. Voilà, le pouvoir attire de toute façon ce genre de pratique. Cédric Durand. Oui, la corruption existe, qu'elle soit effective ou par des liens organiques, mais c'est peut-être pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la manière dont sont formées ces élites, la manière dont elles conçoivent le monde, là, on a carrément un chef d'entreprise qui se retrouve à la tête d'un pays, d'un État, et qui forcément va être intéressé par... On est d'accord. Bon, on est d'accord. Mais si on veut parler de comment se fait-il que les politiques de compétitivité, de tentatives de relance par l'investissement privé soient aussi celles qui priment en Europe sous le président Hollande. Et c'est la même idée qu'a finalement Donald Trump lorsqu'il dit qu'il faut baisser les taxes sur les entreprises. Comment se fait-il qu'ils partagent tous les deux ce point de vue alors que ces politiques sont en échec de manière très patente depuis le début de la crise? Eh bien, c'est parce qu'il y a une idéologie, un type de recherche, une manière de voir le monde qui s'est imposée et qui aujourd'hui, à mon sens, doit être remise en cause par la longue stagnation que nous vivons. Merci beaucoup Cédric Durand, merci à vous Nathalie Janson d'avoir débattu ensemble du futur économique de l'Amérique sous Donald Trump. Restez avec nous, sera-t-il candidat, oui ou non? La réponse sans doute dans 5 minutes.